à tous, bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir, nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Jean-Marie Bockel, bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste du Haut-Rhin, vous réagirez à différents sujets, et notamment à cette audition de Jean-Yves Le Drian ce matin au Sénat sur l'offensive turque dans le nord-est syrien, puisque vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires étrangères. Nous irons également en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices, et ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et on va parler du Brexit et de ses conséquences dans le Pas-de-Calais avec le sénateur Jean-Pierre Corbizet. Et puis nous irons dans l'hémicycle avec vous, Alice Bardot. Alice, les débats continuent sur le projet de loi engagement et proximité. Oui, aujourd'hui, Rebecca, les sénateurs examinent une partie importante du projet de loi sur l'engagement dans la vie locale, le renforcement des pouvoirs de police du maire. À tout à l'heure, allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Neila Latrousse, bonjour, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient de Jeune Afrique. Neila, vous allez revenir sur ce conflit sous un autre angle parce que le désengagement américain pourrait profiter à certains. Et notamment à Vladimir Poutine qui veut en profiter pour pousser ses pions dans le monde arabe. Et on va en parler. Alexis Poulain fait aussi partie du club. Aujourd'hui, Alexis, votre sujet, c'est Gérard Collomb. Et oui, un drame shakespearien qui se noue à Lyon. On a hâte d'en savoir plus. Enfin dans le club, Quentin Calmet. Quentin, bonjour. Le Sénat lance ces jours-ci sa commission spéciale sur le projet de loi bioéthique. Voilà, et en 2013, le mariage pour tous avait donné lieu à des manifestations devant le Sénat. On va voir quel est le scénario avec la PMA pour toutes. Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous revenons ce soir sur ce rapport du Sénat autour des conséquences du Brexit sur la vie économique française. Il redoute un désastre. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour nos entreprises et pour nous, pour vous, consommateurs français? Hashtag ALPL, si vous avez envie de réagir sur Twitter, vous le savez maintenant. Mais d'abord, cette audition de Jean-Yves Le Drian ce matin au Sénat, elle portait donc sur cette offensive turque en Syrie. Que faut-il en retenir? On va en parler avec vous dans un instant. D'abord, réponse avec Marion Vigreux. 1 semaine après le début de l'offensive turque, les sénateurs souhaitaient obtenir du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les dernières informations sur le conflit en cours dans le nord de la Syrie. Et premier constat. Ce ne sont pas des nouvelles forcément très rassurantes. Depuis l'annonce unilatérale du retrait américain dans le secteur, l'armée turque bombarde cette zone frontalière occupée par les Kurdes, alliés des Occidentaux. Ces frappes déstabilisent un équilibre déjà fragile. Aujourd'hui, la diplomatie française et européenne est en grande difficulté. Nous avons du mal à comprendre la stratégie que recherchent et que poursuivent les États-Unis. Des contacts ont lieu, mais pour l'instant ne donnent pas lieu à des initiatives particulières. Cette attaque turque a été dénoncée unanimement par la communauté internationale, mais les pays peinent à s'entendre sur les mesures à prendre, que ce soit sur le plan militaire ou économique. Jean-Yves Le Drian s'emploie à réunir les membres de la coalition en Syrie, dont font partie les États-Unis et la Turquie. Pour essayer de leur montrer l'importance qu'il y a à arrêter cette invasion pour éviter la libération de ces terroristes de Daesh. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 200 personnes et déplacé près de 160 000 civils. Il fait également revenir sur le devant de la scène les ennemis d'hier, puisque pour se défendre, les Kurdes font appel aux forces du régime de Damas. On donne un rôle extraordinairement positif et à la Syrie que nous combattions, au régime de Bachar el-Assad et à la Russie qui revient en force dans cette région. Jean-Yves Le Drian espère réunir la coalition d'ici 3 jours et renouer le dialogue avec Ankara. L'ambassadeur turc en France sera d'ailleurs auditionné demain au Sénat. Allons plus loin donc, d'abord avec vous Jean-Marie Bockel, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous êtes aussi président du groupe France-Pays du Golfe, ça va nous intéresser dans un instant. D'abord vous, qu'est-ce que vous retenez de cette audition de Jean-Yves Le Drian? On entendait des choses pas très rassurantes, vous avez le même avis? Bon, l'audition était à huis clos, mais le sentiment général que nous avons partagé avec le ministre, c'est quand même celui d'un double abandon. À la fois le sentiment que les États-Unis, notre allié, un peu comme en 2013, rappelez-vous, nous lâche. À l'époque c'était Obama, aujourd'hui c'est Trump, mais ce sentiment est le même, ce sentiment qu'au fond, de plus en plus, on est seul. Et puis aussi le sentiment, j'ai dit double abandon, que nous laissons seuls dans ce conflit ceux qui avaient été en première ligne aux côtés de tous les alliés, les Américains, nous-mêmes,
pour battre Daesh il y a encore quelques mois, puisque ça s'est terminé en début d'année. Donc effectivement, c'était pas une ambiance très optimiste, mais en même temps, c'est une interpellation. J'ai été, de même d'ailleurs que le président Cambon, que vous avez interviewé, et quelques autres collègues, ce week-end à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Londres. Nous avions notre session, et c'est toujours un moment très intéressant. Les Turcs sont également là, autour de la table. Et hier matin, en plénière, nous avions la présence du secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Stoltenberg, qui nous a fait un exercice de langue de bois, qui était d'ailleurs un peu la position britannique aussi, c'est-à-dire même pas de critique de l'attitude turque. Moi, je suis traditionnellement un ami de la Turquie, qui est un grand pays. J'ai toujours prôné le dialogue, y compris avec le président. Non, mais je comprends toujours le dialogue, mais le dialogue passe aussi par une certaine franchise. Et là, être constamment à accepter la menace de laisser à nouveau partir des flots de réfugiés, c'est ce qu'a dit très clairement le président turc. Je pense que si on veut encore un peu être respecté dans la région, on ne peut pas continuer comme cela. Mais on a vu aussi notre division, que ce soit au sein de l'OTAN, des pays de l'OTAN, y compris européens, ou que ce soit au sein de l'Union européenne. Nous sommes divisés. Les Américains ne sont plus l'allié fiable sur ces questions, en tout cas qu'on espérait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? C'est ça la question. Et on va y revenir notamment avec nos chroniqueurs. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Dans le club aujourd'hui, je vous le disais, Neila Latrousse, Alexis Poulain et Quentin Calmet. Neila, on va commencer avec vous. On continue de parler de cette offensive turque, mais vous êtes allé regarder du côté de la Russie pour voir ce qui se passait en ce moment, et c'est assez éclairant, assez intéressant. Effectivement, parce que, hasard du calendrier ou pas, Vladimir Poutine, au moment où cette offensive est entamée par la Turquie sur le nord-est de la Syrie, eh bien lui, il retourne en tournée dans le Golfe. Il n'y était pas allé depuis 12 ans. C'était sa première et dernière tournée. Il était hier à Riyad, aujourd'hui à Abu Dhabi, c'est-à-dire dans deux pays qui traditionnellement sont plutôt des alliés américains, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Offensive de charme du président russe, reçu évidemment par le roi Salman en Arabie Saoudite, reçu par le prince aux Émirats, et visite évidemment aussi très couverte par les médias russes, car elle est, on peut le dire d'une certaine façon, historique. Le moment en tout cas dans lequel elle se déroule est historique et vraiment, je le pense, pourra figurer plus tard dans les livres d'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? On se trouve qu'aujourd'hui, on a une Russie qui pousse pour l'instant avec succès ses pions dans la région, devenu un interlocuteur incontournable sur le dossier syrien depuis le processus d'Astana il y a 2 ans, où elle avait mis autour de la table les Turcs, mais aussi les Iraniens, pour essayer de découper 4 zones de cessez-le-feu en Syrie. Soutien indéfectible d'un Bachar el-Assad que l'Occident essaye de déloger depuis 8 ans en aidant ces révolutionnaires. Mais non seulement il est toujours là, mais avec ce pacte passé aujourd'hui avec les Kurdes, il risque même de redevenir d'une certaine façon un interlocuteur. En tout cas, c'est le piège, c'est de devoir choisir pour l'Occident entre Recep Tayyip Erdogan et Bachar el-Assad, avec, Jean-Marie Bockel le rappelait, une Turquie qui, elle, par ailleurs, est membre de l'OTAN, donc qui, d'un point de vue institutionnel, est censée faire partie aussi de nos alliés. Alors pour autant, est-ce que cette visite de Poutine est directement liée à l'offensive turque, pardon ? Pas directement, mais elle tombe bien, et c'est ce que disait aussi l'ambassadeur saoudien à Londres. Elle arrive à un moment idoine. Il est question de renforcer la coopération d'abord énergétique. L'Arabie Saoudite, elle a la main sur l'OPEP, le cartel pétrolier. La Russie n'en fait pas partie, mais il y a des intérêts communs, notamment pour gérer les stocks qui sont échangés au niveau mondial. Le porte-parole du Kremlin indique aussi qu'il y a eu des discussions en matière de coopération militaire. Il y a 2 ans, lorsque le roi Salman s'était rendu en Russie, il avait été question d'achat d'armes, et puis finalement les Saoudiens avaient opté pour les systèmes anti-aériens américains. Il y a à peine un mois, lors des attaques contre les sites d'Aramco en Arabie Saoudite, Vladimir Poutine, depuis Ankara, avait ironisé sur cette défense américaine en disant, eh bien, si les Saoudiens avaient acheté nos S-400, peut-être cette attaque ne serait pas arrivée. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'offensive turque et la visite à Riyad et à Abu Dhabi de Vladimir Poutine, mais en tout cas, il y a un lien entre cette visite et le rôle central de médiateur que la Russie aspire désormais à jouer. En clair, on peut se demander si les Russes veulent profiter de l'isolationnisme américain ? Indéniablement, parce que le désengagement américain, qui était aussi évoqué par le sénateur Jean-Marie Bockel, trouble les alliés saoudiens et émiratis, au-delà des alliés européens. Les Américains sont certes retirés du deal iranien, donnant à penser qu'ils formaient toujours le même axe avec Abu Dhabi et avec Riyad, mais Donald Trump
c'est le moins qu'on puisse dire, est imprévisible. On ne sait pas trop dans quel sens il peut prendre ses décisions. On le voit avec sa décision de retirer notamment les troupes du nord de la Syrie, de condamner d'abord mollement l'offensive turque et puis finalement derrière de décréter des sanctions. On sait aussi que les Saoudiens gardent toujours un peu en travers de la gorge la réaction américaine après les attaques d'Aramco. Ils espéraient que les Américains condamnent fermement l'Iran, pointent du doigt Téhéran. Ça n'a pas été le cas. Et le message que Vladimir Poutine veut passer aussi dans la région, c'est de dire « moi, je suis un allié très fiable ». Soit dit en passant, dans les suites de l'enquête sur Aramco, MBS, le prince héritier, aurait demandé à Vladimir Poutine de l'aider sur l'enquête. Vladimir Poutine qui aurait répondu, c'est ce qu'il a dit hier à des chaînes arabophones, la Russie est prête à aider sur l'enquête, mais nous ne serons jamais amis avec un pays au détriment d'un autre. Donc, apparaître d'abord comme un allié loyal. Ensuite, la Russie, elle veut démontrer à ce moment précis qu'elle et elle seule est capable de parler à tout le monde, aux Turcs, aux Iraniens, aux Irakiens, aux Syriens, aux Saoudiens, aux Émiratis. Elle se propose d'ailleurs comme arbitre entre Ankara et Damas. Et les pays arabes, eux, en recevant Vladimir Poutine, ils veulent aussi envoyer un message à leur allié américain, c'est de dire attention, nous aussi, on est capable d'aller voir ailleurs. Reste à voir si ce message sera entendu, sachant que Donald Trump a l'air plus préoccupé actuellement par sa campagne interne que par le destin des pays arabes. Et dans tout cela, l'Europe, elle est piégée ? En tout cas, elle n'est pas au mieux. À Riyad, Vladimir Poutine et le roi Salman ont confié qu'ils avaient évoqué les questions régionales, Yémen notamment, mais également l'Afrique du Nord, en gros la frontière sud de l'Europe, ce Maghreb où les pays du Golfe ont une emprise, une influence en tout cas de plus en plus croissante, notamment théologique. La Russie, elle, entretient des liens privilégiés avec un certain nombre d'acteurs, en Libye avec le maréchal Haftar et en Algérie avec le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. La relation entre la Russie et l'Europe, elle est, c'est le moins qu'on puisse dire, pas excellente depuis 2014 et la crise ukrainienne. On sait que Emmanuel Macron essaye de retisser le lien. L'Europe ne sait pas trop si elle peut aussi compter sur l'allié américain. Le conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui jouait un jeu pour le moins trouble pendant les européennes en essayant de faire monter les listes populistes. Donald Trump qui, à plusieurs reprises, a donné le sentiment de soutenir quelque peu le Brexit. Donc il y a ces atermoiements internes pour nous, Européens, cette question du Brexit. Il y a les menaces exogènes et dans ce contexte, notre marge de manœuvre pour tordre le bras à la Turquie et la contraindre à faire cesser son offensive, elle est pour le moins limitée. Situation de l'Europe compliquée, situation de la France en particulier. Jean-Marie Bockel, est-ce qu'il y a un peu de malice côté russe ou pas ? La stratégie russe est opportuniste, en ce sens qu'ils ont compris que la nature avait horreur du vide, que le président Poutine, à la fois pour des raisons internes de créer de la cohésion, ce qui n'est pas toujours évident, et pour des raisons également de puissance, évidemment, se déploie. Moi, je dirais deux, trois petites choses par rapport à votre analyse très, très pertinente. Premièrement, Vladimir Poutine n'est pas notre ennemi. Il doit être, lui et son pays, un partenaire, et c'est aussi notre intérêt, mais il comprend d'abord le rapport de force. Donc on ne peut être un bon partenaire. Macron a raison d'ailleurs de vouloir reprendre langue, comme il a raison d'avoir le dialogue avec l'ensemble des protagonistes des pays du Golfe, mais pour cela, il faut avoir un rapport de force. Dire à juste titre que nous sommes pour le multilatéralisme, pour le rôle des instances internationales, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Et la France est une puissance moyenne, est une puissance qui se donne le moyen de garder une influence au sein du Conseil de sécurité. Nous portons la dissuasion, nous portons une capacité d'intervenir lorsque c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la baisse du rôle américain et par rapport à la montée des menaces, peut-être que nous sommes à un moment où nous aussi, par rapport à cette stratégie de Poutine que l'on voit bien, nous devons à quelques Européens, pas tous, y compris d'ailleurs les Britanniques, y compris après le Brexit, parce que sur les questions stratégiques, même si sur l'affaire turque, on les a sentis quand même très en retrait, mais nous devons pouvoir retisser quelques liens avec les Allemands également, pour pouvoir à nouveau peser, et donc avoir un dialogue avec Poutine, mais marquer aussi avec Poutine des limites de ce qui est pour nous acceptable, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut faire ensemble, mais de ce que nous n'avons pas oublié. Je dirais un bon rapport de force dans cette région, qui est à nos portes, et ça vaut aussi pour le Maghreb, ça vaut pour les pays du Golfe. C'est ce qui est devant nous. Est-ce que Emmanuel Macron, avec évidemment sa grande capacité, bien sûr, mais aussi avec les limites de ce que nous sommes aujourd'hui, aura la capacité de donner cette impulsion, ou est-ce que nous allons simplement subir? Ça, c'est une histoire qui est à écrire. Mais c'est vrai, c'est en ce moment que ça se passe, et c'est vrai.
Et finalement, M. Le Drian ne nous a pas dit autre chose. On vit un moment historique négatif ou un moment historique d'espérance possible après le drame actuel. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et on va parler de politique un peu intérieure maintenant avec vous, Alexis Poulain. C'est peut-être historique aussi, je ne sais pas. Alexis, vous avez eu envie de revenir sur le choix de la République En Marche d'adouber Gérard Collomb pour la métropole de Lyon. Oui, c'est de la géopolitique française, mais l'importance stratégique de Lyon, c'est pas rien, puisque c'est le berceau historique de la geste macronienne aussi. Et là, on a vraiment, ce que je disais tout à l'heure, un drame shakespearien qui est en train de se nouer, puisque, ou un combat de Rocky Balboa, avec à côté... C'est moins poétique, là. Oui, mais ça reste quand même le côté vieux revenant. Enfin, on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Gérard Collomb, 72 ans, qui brigue un 4e mandat. Et de l'autre côté, David Kimfel, 58 ans, qui connaît bien aussi la politique locale de Lyon et qui s'est vu refuser l'investiture par la commission d'investiture En Marche parce qu'il a été donné priorité au premier soutien, évidemment. Alors, ça pose problème que ce soit Gérard Collomb qui a été choisi pour la métropole. La métropole, on le rappelle, ça a été créé par lui et c'est là où finalement se concentrent tous les pouvoirs dans Lyon et sur le territoire comparé à la mairie de Lyon qui a été un peu vidée de sa substance. Ce qui se passe au sein de En Marche, c'est comme sur beaucoup d'autres sujets, des dissensions et beaucoup de jeunes qui ruent dans les brancards avec les jeunes avec Macron qui ont sorti un communiqué et qui soutiennent David Kimfel en disant « Les jeunes avec Macron sont et seront toujours avec Macron, mais ils regrettent cette décision qui va à l'encontre des valeurs que nous défendons et du renouvellement que notre mouvement porte depuis sa création. » Il critique Gérard Collomb, bien sûr, pour l'effet baronnie locale, pour le fait qu'il est là depuis toujours, qu'il est très ancien monde, qu'il n'est pas du tout écolo. Et pourtant, Gérard Collomb s'en défend. Il a lancé sa campagne ce matin avec 4 grandes priorités, la mobilité, le logement, l'équilibre social et le climat. Oui, et il est même prêt à faire un péage urbain dans Lyon pour empêcher les voitures de traverser Lyon. Et Gérard Collomb se veut être le grand rassembleur en disant Emmanuel Macron a essayé de rassembler les deux hommes. Donc il tend la main au MoDem, à Agir, à l'AREM et au PS en disant venez, faisons enfin un projet commun puisque ça fait des mois qu'on travaille sur le même projet. Alors on peut se poser la question parce que Gérard Collomb, ça fait 1 an qu'il est en campagne quand il a démissionné de manière tonitruante, rappelez-vous, on savait que c'était pour Lyon, du ministère. C'était pour ça, c'est Benalla qui avait cassé cette bromance entre Gérard et Emmanuel. On parlait vraiment de bromance parce qu'il a été le premier soutien d'Emmanuel Macron. Il lui a donné tous les moyens d'ailleurs de son cabinet, à tel point que les LR... du Conseil de Lyon ont accusé d'utilisation d'emplois publics et d'emplois fictifs, notamment du chef de cabinet de Gérard Collomb qui s'était mis au service de la campagne dès 2016, avec ces événements, rappelez-vous, sur la péniche, avec des réductions lors de la campagne de 90% pour la location de la salle, ou bien encore un événement du 2 juin 2016 lorsque Emmanuel Macron avait créé En Marche à Lyon une fois encore, où il avait rencontré tous les notables locaux. Et bien depuis cette démission déchirante où Gérard Collomb avait parlé d'hubris du président, on voit bien que cette fidélité paye et c'est lui qui récupère l'investiture. Reste à savoir ce qui va passer avec le dissident David Kimfel dans les jours qui viennent. C'est compliqué pour la République En Marche, ces municipales. Jean-Marie Bockel, d'ailleurs, quelle est la consigne chez les centristes pour les municipales? Est-ce qu'il y a des consignes, d'ailleurs? Juste un mot sur votre chronique. Je répondrai bien sûr, non pas plus que ça, mais dans votre chronique, à l'instant, il y a une erreur que vous n'avez pas commise. C'eût été de sous-estimer Gérard Collomb. Moi, je l'ai bien connu autrefois au groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est un homme de talent. Je l'ai connu quand je présidais l'Association des grandes villes de France et qu'il était à son premier mandat de maire de Lyon. C'est vrai qu'il a eu cette responsabilité, je dirais, suprême dans une carrière d'élu local, poste de maire d'une grande ville. Il l'a eu assez tard, somme toute. Et donc, je pense qu'il considère qu'il a encore des choses à faire. Voilà, après, évidemment, la démocratie parlera. Est-ce que ça se terminera comme une tragédie grecque avec que des perdants, ou est-ce qu'il l'emportera et pourra préparer sa succession? Affaire à suivre. En tout cas, moi, je ne le sous-estime ni ne me mêle de le critiquer. Pour ce qui est des centristes, les centristes, c'est souvent... sauf quelques territoires où ils sont forts, la stratégie du faible au fort, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur ajoutée, surtout à travers la qualité d'un certain nombre d'élus locaux. C'est un parti d'élus locaux, donc on sera évidemment très impliqué dans les municipales, mais vous savez, moi je parle à la fois comme centriste, mais aussi comme
ancien maire d'une ville pendant 4 mandats à l'époque, les étiquettes, c'est important, ça compte évidemment, ça fait partie du paysage, ça fait partie moins pour les de la... municipales que pour d'autres. Mais surtout quand on est sortant. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Et c'est vrai qu'un maire, il a toujours une capacité à rassembler plus que d'autres, à lui ou à elle, de savoir la jouer. Et les centristes, dans certains cas, ils seront partie prenante d'équipes sortantes, de maires sortants. Dans d'autres cas, ils joueront, mais il n'y a pas de consigne préétablie. Ce sera du cas par cas. Voilà. Et on va poursuivre avec vous, Quentin Calmet. Vous revenez aujourd'hui sur cette commission spéciale du Sénat sur le projet de loi bioéthique qui est lancé ces jours-ci. Voilà, on devrait connaître sa composition demain ou dans les tout prochains jours, mais il y a déjà un nom qui circule pour cette commission spéciale sur la PMA, c'est celui d'Alain Milon. L'actuel président de la commission des affaires sociales devrait devenir le président de la commission spéciale sur le projet de loi de bioéthique. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien parce que ce sénateur, il est LR, mais il est favorable depuis de très nombreuses années à la procréation médicalement assistée. Il l'a même expliqué il y a quelques jours à notre micro, on l'écoute. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la PMA ? Ça existe depuis plus de 20 ans. Il y a en moyenne en France près de 20 000 naissances, entre 20 et 25 000 naissances de PMA par an pour les couples hétérosexuels. Et qu'il y a des centaines de femmes qui vont à l'étranger, en Espagne essentiellement, pour faire une PMA parce qu'elles ont une orientation sexuelle différente. Il est nécessaire de clarifier la situation et puis il est nécessaire, comme le dit le gouvernement, de rendre une certaine égalité entre les femmes. Alors ça, c'est l'avis d'Alain Milon. Les autres sénateurs sont-ils favorables au texte, Quentin ? Est-ce qu'il y aura une majorité pour adopter cette PMA pour toutes ? Eh bien, impossible de savoir à l'heure actuelle. Rebecca, au groupe LR, le principal groupe du Sénat, vous le savez, on expliquait cet après-midi que c'est un sujet personnel, je cite, et que sur ces sujets-là, il n'y a pas de consigne de vote. Au sein de chaque groupe politique, il y aura des sénateurs pour et des sénateurs contre. Mais à l'heure actuelle, un sénateur nous a dit « Nous n'avons aucune idée du rapport de force ». Mais alors, politiquement, il y a un sénateur qui pourrait faire pencher la balance. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Il s'est dit récemment favorable à la PMA et à ce texte, alors qu'en 2013, il avait voté contre le mariage pour tous. Mais attention, Gérard Larcher, il fixe des conditions à cette PMA pour toutes. Il y a 4 conditions. La levée de l'anonymat. Première des conditions. L'interdiction absolue de la GPA figurant dans le texte. Ça doit être écrit noir sur blanc. Interdiction de la GPA. La gratuité du don. Et ça dépasse la seule PMA, parce que ce texte est un texte de bioéthique aussi, et notamment le don d'organes. Et considérer que la PMA, qui est une possibilité, un confort de vie donné, ne relève pas de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, car il ne s'agit pas là de traiter une infertilité. Donc pas de remboursement sécurité sociale. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi une commission spéciale, Quentin ? Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, je voulais vous expliquer parce que c'est quand même assez rare et donc c'est un sujet important lorsque les sujets sont des périmètres qui sont sur plusieurs commissions. On crée des commissions spéciales. Là, il y a la commission des lois, vous allez le voir, et la commission des affaires sociales qui vont fusionner pour ce texte et ainsi les 37 sénateurs vont pouvoir examiner ce texte dans cette commission spéciale. Mais donc, pour tout ce qui est de la filiation, c'est du ressort davantage de la commission des lois. Pour ce qui est de la PMA et du volet lié à la recherche, là on s'attend davantage à avoir la commission des affaires sociales qui est compétente, d'où cette fusion en une commission spéciale. Et d'après les échos qu'on a eu cet après-midi au Sénat, les sénateurs voudraient commencer le plus vite possible les auditions afin d'examiner le texte en séance publique mi-janvier, avec une question: quelle sera la mobilisation de la manif pour tous? Rappelez-vous, en 2013 ils étaient très mobilisés, ils étaient même venus manifester devant le Sénat, ça avait beaucoup choqué les sénateurs. Ils avaient même fait des prières de rue devant rue de Tournon. Et eux, ils ont déjà prévu 5 journées de mobilisation dans l'année qui arrive. Jean-Marie Bockel, la position du président du Sénat, on vient de l'entendre, c'est oui à la PMA, mais non remboursée par la Sécurité sociale. Quel est votre point de vue à vous ? Déjà, je trouve que la commission spéciale, avec un homme de qualité comme Alain Milon, ça montre que nous aurons, comme d'ailleurs ce fut le cas à l'Assemblée, un débat a priori apaisé, sérieux, respectueux, avec cette liberté de chacun dans tous les groupes, je crois. En tout cas, ce sera le cas aussi dans mon groupe. La manière dont le président Larcher aborde la question, se
situe dans cet état d'esprit. Maintenant, moi, ma position personnelle, je ne veux pas préjuger de ce débat et de ce travail. D'ailleurs, ce ne serait pas respecter ce que je viens de saluer en disant voilà. Mais moi, je pars dans ce débat avec une réticence forte sur la problématique de la paternité. Je veux dire, comme député, j'ai voté le PACS sur le mariage pour tous. Je n'ai pas été dans les opposants en quelque sorte. Donc voilà. Mais là, si vous voulez, au démarrage de l'examen et du travail de la commission, je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'intéresse évidemment. J'ai là. Vous êtes prêt à vous laisser convaincre? Écoutez, j'ai une forte difficulté. Sur la question de l'affiliation, c'est ce point-là? Oui, j'ai une forte difficulté là-dessus. Alors bon, j'écoute ce que dit Gérard Larcher, etc., sur l'anonymat, mais j'aborde le débat avec un a priori qui est plutôt non. Mais évidemment, par définition, je ne suis pas fermé. Et on n'a vraiment aucune idée du rapport de force au Sénat? C'est ce que... Franchement... ça penche plutôt vers le non au Sénat? Il faut vraiment voir ce qui va se passer au sein du groupe principal. Bon, vous avez entendu comme moi la position de Gérard Larcher. J'imagine que Bruno Retailleau défendra une position différente. Nous, au groupe centriste, nous sommes très partagés. Je ne veux pas préjuger. Allez, l'actualité du jour, Jean-Marie Bockel, c'est aussi cette manifestation des pompiers. Ils ont défilé à Paris tout à l'heure. Ils dénoncent leurs conditions de travail et ils réclament notamment une revalorisation de leur prime de feu. Le Sénat a beaucoup travaillé sur le sujet. Alexandre Poussard, vous êtes justement en salle des conférences avec Loïc Hervé, sénateur Union centriste, lui aussi de la Haute-Savoie, rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Oui, Loïc Hervé, les sapeurs-pompiers manifestent aujourd'hui après plusieurs mois de grève. Est-ce que cette manifestation, c'est le signe d'un échec du gouvernement pour résoudre cette crise? Cette crise, elle est beaucoup plus ancienne qu'aujourd'hui. Elle date depuis des mois et c'est une crise extrêmement grave qui est faite sur un terreau d'agression qui augmente à l'égard de nos sapeurs-pompiers. Et le gouvernement a annoncé quelques jours avant le congrès de Vannes un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas été de nature, ces dispositions, à répondre vraiment aux sapeurs-pompiers. On est d'autant plus inquiet au Sénat qu'on a lancé, au titre de la Commission des lois, une mission d'information menée par Catherine Trundlé, Patrick Caner et moi-même, qui avait pour objectif sur 6 mois de faire un diagnostic et des préconisations en matière législative, en matière réglementaire, mais aussi en matière de gestion des ressources humaines et en matière tout à fait locale dans les services départementaux pour voir quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les améliorations à apporter. Alors, on rendra ces préconisations d'ici un mois, mais c'est important qu'on puisse d'abord finir ce travail d'écoute des sapeurs-pompiers et faire des préconisations concrètes, c'est ce qu'ils attendent. Alors par exemple, est-ce qu'on peut avoir quelques pistes, notamment sur la sécurité des sapeurs-pompiers? On sait que le port de la caméra piéton sur les pompiers est expérimenté. C'est une solution pertinente selon vous? Mais ça n'est qu'un des outils, d'ailleurs c'est le Sénat qui l'a porté pour les pompiers comme pour d'autres professions, et c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais ça n'est qu'un outil. Moi je crois que d'abord la question de fond, elle est sociétale. Pourquoi dans les quartiers populaires et dans le monde rural profond, ces agressions explosent? Donc il y a un vrai problème de fond. Deuxièmement, je pense que les pompiers ne font pas tout à fait les missions pour lesquelles ils sont missionnés, payés. C'est-à-dire que leur travail, c'est la protection des personnes, protection des biens, mais il y a tout un tas de missions sur lesquelles ils sont envoyés par déficit d'autres services publics qui ne font plus ce travail. Je pense notamment à la question des urgences. C'est un autre secteur qui est en crise et qui s'exprime d'ailleurs de manière virulente et à juste titre par ailleurs. Et donc on a tout un tas de choses à regarder pour accompagner nos pompiers quand ils sont agressés, quand ils déposent plainte et quand on doit leur apporter une protection, et c'est bien légitime. Très bien. Merci beaucoup Loïc Hervé pour vos explications. Merci beaucoup Alexandre, en direct de la salle des conférences au Sénat. Ça fait des années qu'on parle des agressions dont les pompiers sont l'objet, Jean-Marie Bockel. Est-ce que l'État a délaissé les pompiers ? Je pense quand même qu'il y a eu une très forte décentralisation au niveau des départements du suivi des pompiers. Bon, il y a eu toujours un dialogue avec l'État. Moi, j'ai connu depuis plus de 30 ans de nombreuses périodes. Le fait qu'ils ne puissent pas rentrer dans certains quartiers sans être caillassés, ça fait des années mais aujourd'hui, les pompiers, à l'instar des services de police et de gendarmerie, sont confrontés à une réalité qui dépasse leurs seules compétences et les seuls partenariats de qualité avec les pouvoirs locaux, qu'ils soient départementaux ou communaux. Donc, comme le dit, cette mission a fait un travail très sérieux, très concret,
pas du tout outrancier. On est vraiment là dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Je pense que l'État en a conscience. Simplement, comment dirais-je, il y a une partie de la réponse qui concerne de légitimes attentes des sapeurs-pompiers, et il y a une partie de la réponse qui est de repenser la sécurité sur le territoire. Moi, j'ai été comme maire il y a une vingtaine d'années, avec d'autres de tous bords, un pionnier des contrats de sécurité, c'est-à-dire d'un partenariat nouveau, réinventé, entre l'État, dont c'est la compétence première, et les territoires, à commencer par les communes, qui ne pouvaient pas ne pas s'impliquer fortement. Nous avons également étendu ce partenariat à la justice, à l'éducation nationale, aux départements, etc., dans leurs compétences de prévention de la délinquance, et on est arrivé à un climat de confiance. On est arrivé au secret partagé, c'est-à-dire on parlait des vrais dossiers. Eh bien, c'était formidable. Ça a marqué des progrès. Mais aujourd'hui, les années passent, des problèmes nouveaux apparaissent. Ouais. Il faut réinventer. Ça vaut aussi sur les questions de prévention de la radicalisation. Hein. C'est des sujets sur lesquels, c'est des sujets nouveaux. Hein, ou qui, pas forcément complètement, les sapeurs-pompiers ont des problèmes depuis longtemps, mais qui ont pris une ampleur nouvelle et qui nécessitent sur le terrain de repenser les partenariats. Mais naturellement, l'État a en grande partie la main, hein, mais pas seulement. Allez, on va aller dans l'hémicycle du Sénat maintenant, rejoindre Alice Bardot, qui suit pour nous les débats autour du projet de loi de Sébastien Lecornu sur les maires. Alice, on a parlé pouvoir de police du maire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, Rebecca, les sénateurs examinent une partie importante du projet de loi sur l'engagement dans la vie locale, le renforcement des pouvoirs de police du maire. Alors un sujet particulièrement cher au Sénat, qui avait lancé une grande consultation des maires sur les incivilités après la mort du maire de Signes cet été. Alors souvenez-vous, Rebecca, il avait été renversé par une camionnette après avoir tenté de verbaliser ces occupants qui avaient jeté des gravats sur le bord de la route. Alors face à l'impuissance grandissante des élus locaux et des incivilités de plus en plus nombreuses à leur encontre, le gouvernement essaye avec ce projet de loi de renforcer les pouvoirs de police du maire. Alors des mesures extrêmement consensuelles qui n'ont fait l'objet que de très peu d'amendements. Par exemple, donc, lorsque le propriétaire d'un établissement ne respecte pas l'arrêté de fermeture qui lui a été imposé parce qu'il contrevenait aux règles de sécurité, le maire peut prononcer des astreintes pouvant aller jusqu'à 500 € par jour ou procéder d'office à la fermeture de l'établissement. Alors la commission des lois a estimé que cette mesure était pertinente et s'est juste contentée d'apporter quelques ajustements. Alors avec ce texte, le préfet pourra également déléguer son pouvoir de fermeture des débits de boissons au maire pour des motifs d'ordre public. Cette fois-ci, la commission des lois souhaite étendre cette possibilité aux bars et aux boîtes de nuit, ce qui déplaît aux sénateurs communistes, pour qui le maire n'a pas vocation à intervenir sur tous les types de nuisances. Enfin, le projet de loi prévoit d'attribuer au maire le pouvoir d'infliger des amendes administratives d'un montant pouvant aller jusqu'à 500 € en cas notamment d'occupation illégale du domaine public. Alors une mesure très polémique. Cet après-midi, devant le Sénat, l'association Droit au logement manifestait. Elle craint que ces amendes soient utilisées pour sanctionner les sans-abri. Le gouvernement a démenti. Il maintient que le dispositif ne vise à sanctionner que des actes d'occupation à des fins commerciales. Voilà, Rebecca, ce que je pouvais vous dire sur les renforcements des pouvoirs de police du maire prévus par ce texte. Merci beaucoup Alice. Jean-Marie Bockel, en une minute, on voit bien que le Sénat est en train de profondément modifier ce projet de loi initial. Est-ce que ça veut dire qu'il n'allait pas assez loin ? Et vraiment pas assez loin. Ce projet se dit lui-même modeste dans la bouche du ministre. Il se trouve que le Sénat a commencé par le président Larcher qui nous a passé commande et la délégation que j'ai l'honneur de présider, la délégation aux collectivités territoriales, a fait en amont de ce texte un travail très important qui a été en grande partie repris
dans le texte du gouvernement, que ce soit sur les conditions d'exercice des mandats locaux, que ce soit sur les relations communes-communautés, etc. Donc on se sent, je dirais, très concerné. En même temps, je pense que tout le monde a envie d'aboutir. Alors il est normal qu'il y ait un vaste débat, de nombreux amendements. En plus, tous les sénateurs sont des élus locaux, d'anciens maires, etc., avant le cumul des mandats. C'était il n'y a pas si longtemps, et proche des élus locaux actuels, évidemment. Donc on se sent très concerné, nous sommes très présents dans l'hémicycle, mais tout le monde, sur tous les bancs, et dans un esprit constructif. Le gouvernement est, je dois dire, dans un vrai dialogue, quoi. Et puis les rapporteurs, que ce soit Mme Gatel ou M. Darnaud, ont fait un gros travail, donc c'est bien. Sur cette question, d'ailleurs, qu'évoquait votre journaliste sur les rajouts, ce qui est normal d'articles sur la sécurité après les événements de cet été, etc., je pense que il faut qu'on ait par-delà ces articles et la même philosophie que ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça pourra aller mieux si la question du respect des élus locaux rentre aussi dans un partenariat réinventé avec les pouvoirs publics. Voilà. Je crois que nous sommes aussi la République. Nous sommes l'État. La République, c'est l'État et les responsables des territoires. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Allons plus loin. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré ce soir à ce rapport du Sénat sur les conséquences du Brexit. Après 2 ans de négociations et moult rebondissements, Michel Barnier et même Paris évoquent un accord possible, un accord même imminent. Qu'est-ce que ça change pour nos entreprises et pour nous Français? On va en parler après ce sujet de Sandra Cerquera. Les jours défilent, la négociation s'enlise, mais dans tous les cas, pour la France, la facture sera salée. En cas d'un Brexit sans accord, la France, seule voie d'accès au continent européen pour le Royaume-Uni, perdrait 7,7 milliards d'euros par an. Christian Cambon, co-auteur d'un rapport sur le sujet, ne cache pas ses inquiétudes. Si la Grande-Bretagne devient l'équivalent de l'Afrique du Sud ou du Costa Rica, ça veut donc dire des réglementations, ça veut dire des droits de douane et ça veut dire toute une série de conséquences qui vont ralentir les échanges entre nos entreprises, singulièrement les petites et les moyennes. Ceci crée un avenir assez sombre pour les semaines qui viennent. La pêche et l'agriculture française seront en première ligne, de même que les régions Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. La sénatrice Catherine Fournier redoute l'impact économique du Brexit sur son territoire. Le Royaume-Uni est quand même le premier partenaire commercial des Hauts-de-France. Et il y a une balance commerciale excédentaire d'ailleurs, puisqu'on a 2,3 milliards d'excédents en 2018. Vous avez également aussi la pêche. Alors 75% de la pêche des Hauts-de-France s'effectue dans les eaux territoriales britanniques. Donc si la Grande-Bretagne sort du de l'Union européenne, il va falloir repasser des conventions de partenariat. Et les pêcheurs là sont dans l'indécision complète. Vous imaginez un petit peu, il y a eu des investissements sur de nouveaux bateaux de pêche à Boulogne-sur-Mer. En cas de Brexit dur et de sortie du marché intérieur, le Royaume-Uni pourrait être amené à baisser les dépenses sociales pour organiser un dumping fiscal et attirer des capitaux étrangers. Les Britanniques pourraient alors négocier directement des accords avec certains pays comme la Hongrie ou la Pologne. Ce serait alors une réelle menace pour l'Union européenne. Et avec nous pour Sénat en clair ce soir, Jean Bizet, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes. Elvire Fabry, bienvenue. Vous êtes politologue et responsable de la politique commerciale à l'Institut Jacques Delors. Philippe Murer, bienvenue, économiste. Anne-Elisabeth Mottet, journaliste au quotidien britannique The Daily Telegraph. Merci à tous les 4 d'être ici. Juste avant de vous donner la parole, et parce que ça peut changer la donne, je voudrais qu'on écoute Michel Barnier, négociateur en chef de ce Brexit, plus optimiste sur la possibilité d'un accord ce matin. Écoutez. Même si trouver un accord sera difficile, de plus en plus difficile pour être honnête, un accord est encore possible cette semaine. Et Paris parle également d'un accord possible et salue un élan positif. Jean Bizet, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça pourrait tout changer pour l'économie française? De toute façon, le Brexit, quelle que soit la forme qu'il prenne, au travers d'un accord que nous souhaiterions tous, ça dépend lequel, ou le pire, no deal. Ou le pire, un no deal, ça coûtera très cher pour tout le monde. D'abord pour la Grande-Bretagne, on parle pratiquement de 57 milliards par an. Pour l'Union européenne, 40 milliards par an. Et pour la France, pratiquement 7,7 milliards par an.
Donc, si vous voulez, c'est quand même du perdant-perdant. Elvire Fabry, avec ou sans accord, le Brexit, la facture va être très salée et l'impact sur l'économie française sera même sur le long terme ? Écoutez, c'est vrai qu'actuellement, on a quand même une inquiétude particulière sur un scénario extrême négatif de no deal, de sortie sans accord, parce qu'on est dans une conjoncture économique internationale qui est préoccupante dans le contexte de guerre commerciale, de confrontation entre les États-Unis et la Chine. On a une Allemagne dont l'économie ne se porte pas très bien. Et ce qu'on peut craindre, c'est qu'un scénario de no deal, qui serait donc immédiat, qui aurait son coût, son impact négatif immédiat, puisse être un peu le talon d'Achille. D'abord faire basculer le Royaume-Uni dans une récession, selon les dernières estimations de l'OCDE, et puis s'entraîner les États membres les plus vulnérables et avec la zone euro, que ça puisse avoir un effet plus large à l'échelle internationale. Donc c'est vrai que toute possibilité encore toute perspective d'accord possible est à poursuivre. Fait voir les choses de manière un peu plus positive. Philippe Murer, votre scénario est le même ? Absolument différent. D'ailleurs, après le référendum du Brexit, on se rappelle que ça doit être une catastrophe. On a 1,9% de croissance au Royaume-Uni depuis le référendum du Brexit. Ça n'a pas été une catastrophe. Aujourd'hui, donc, le Royaume-Uni a un taux de chômage à 3,9%, à 4% de hausse de salaire parce qu'ils ont réduit en partie l'immigration depuis que ce référendum a eu lieu. La France, elle, effectivement, est plus fragile. Elle a 1,3% de croissance. On est proche de la bascule et l'Allemagne est en récession. Mais surtout, ce qui est important, c'est ces échanges entre la France, puisque c'est ce qui nous intéresse, et le Royaume-Uni. On fait 33 milliards d'euros environ d'exportation vers le Royaume-Uni, alors qu'on a... Ne nous noyez pas trop de chiffres, je vous en prie. Et 21 milliards d'euros d'importation. Donc en fait, on sera beaucoup plus perdant que les Britanniques. On a beaucoup plus d'exportation en jeu que les Britanniques, et notamment 5 milliards sur l'agriculture, avec des agriculteurs français qui sont déjà par terre. Donc ça, c'est la théorie. C'est qu'on va beaucoup souffrir. Si les Britanniques souffrent, les Français souffriront et tous les Européens souffriront. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. Même s'il y a un no deal, qu'est-ce qui va se passer ? Pendant quelques jours, il y aura des embouteillages aux frontières anglaises. Il y aura des photographes qui prendront des photos et qui montreront ça. Mais au bout de quelques jours, que vont se dire les gouvernements responsables à ce moment-là ? Le gouvernement français, M. Macron, les gouvernements allemands, le gouvernement anglais. Eh bien, on va trouver un accord de commerce. C'est simple, ça fait 3 ans qu'on négocie. On sait ce qu'on doit trouver. On signe des accords de commerce avec le monde entier. On trouve un accord de commerce. Donc, je vous parie que s'il y a un Brexit sans accord, au bout d'une semaine, nos gouvernements responsables trouveront un accord pour ne pas faire souffrir et envoyer la France au tapis dans la récession avec toute l'Europe. Alors, Anne-Elisabeth Boutet, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais qu'on écoute une autre intervention cruciale de ces dernières 24 heures. C'est celle de la reine Elisabeth II qui ne vous a pas échappé et qui, contre toute attente, s'est ralliée à la position de Boris Johnson pro-Brexit. On l'écoute. Mon gouvernement prévoit de travailler à la mise en place d'un nouveau partenariat avec l'Union européenne sur la base du libre-échange et d'une coopération amicale. Alors, Anne-Elisabeth Boutet, vous nous dites que c'est normal qu'elle se range du côté de son Premier ministre. Mais elle ne se range pas. Son rôle constitutionnel, là, elle fait le discours d'ouverture, le discours programmatique qui fait l'ouverture de la saison parlementaire. Et par conséquent, elle dit ce qu'a écrit son gouvernement. Son gouvernement est dirigé par Boris Johnson et par conséquent, c'est pas seulement qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, c'est que c'est Boris Johnson qui parle par sa voix. Oui, absolument. Et elle était le porte-voix de Margaret Thatcher, elle était le porte-voix de ce n'est pas son avis, Tony Blair. Ça n'a rien à voir avec son avis. Mais elle parle d'un partenariat, un nouveau partenariat. De quoi parle-t-elle ? L'idée de nouveau partenariat, c'est un petit peu ce que dit monsieur, c'est-à-dire la possibilité qu'on va trouver un moyen de faire du commerce, puisque de toute façon, nos pays, nos entités existent et qu'on n'a pas l'intention de les appauvrir d'un côté et de l'autre. Alors là où je serais peut-être un petit peu moins optimiste que vous, c'est de dire qu'en une semaine, on va trouver un accord. En une semaine, on va effectivement, comme vous l'avez parfaitement dit, on va constater que ça crée des queues de longues. J'ai lu un morceau du rapport de monsieur le sénateur où on explique des attentes pour certains poids lourds de 2 jours. On imagine la file de poids lourds garés sur le côté de l'autoroute attendant que ça se passe, etc. Donc tout ça, ça va choquer les gens et ça va les obliger à faire quelque chose parce que ça sera un échec de communication. Mais ensuite, il va tout de même rester que si c'est sans un no deal, il va y avoir des négociations à faire pour tous les aspects du commerce, de la finance, de la circulation des personnes, des biens, des idées, enfin les quatre fameuses libertés, etc. Non pas avec l'Union européenne dans certains cas, mais puisque l'Angleterre ne fait plus
plus partie de l'Union européenne et qu'elle n'adhère plus à rien des réglementations européennes, il va falloir qu'il y ait 27 fois la même négociation avant d'avoir ce qu'on appelle le passporting, le droit pour l'institution financière d'opérer sur le territoire européen. La City de Londres et les institutions de la City de Londres seront obligées d'aller voir les régulateurs d'Estonie, de Lituanie, de Grèce. Là, on est très etc. concret, le tableau est beaucoup moins rose. Oui. Et on a entendu Angela Merkel dire, après le Brexit, la Grande-Bretagne sera un nouveau concurrent à la porte de l'Union européenne. Elle a déclaré ça tout à l'heure, Jean Bizet. Mais oui. Moi, je me réfère, si je puis dire, à la conclusion du séminaire gouvernemental des Checkers qui a eu lieu en juillet 2018, où vous avez là la feuille de route, je dirais, de la Grande-Bretagne. C'était sous l'ère de Theresa May, où il y a une volonté d'engager un dumping social, fiscal et environnemental. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on est braqué sur l'histoire du backstop. Il est très important de le régler, pour la bonne raison, c'est que derrière cela, il y a, je dirais, la sécurité de l'Irlande. Mais pendant qu'on regarde ce problème, vous avez Boris Johnson qui ne fait aucun mouvement en ce qui concerne la déclaration politique qui doit accompagner le futur accord de libre-échange. Et là, dès qu'on arrive à avoir quelques informations de sa part, ça va être précisément du dumping. Ils sont sortis pour cela. Alors, d'un côté, ça obligera l'Union européenne à 27 à être plus réactive, à être plus agile. Mais j'aimerais bien que ça se passe aussi bien que vous l'avez dit, Philippe aisément. Je crains que les règles, je dirais, on peut les modifier, mais les règles, je dirais, de l'Organisation mondiale du commerce, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires, ça existe vis-à-vis des pays tiers. Et la Grande-Bretagne sera à partir de ce moment-là un pays tiers. Alors on va être très concret, il y a une partie de la France où on s'inquiète plus qu'ailleurs de ce Brexit et je vais vous laisser réagir. C'est la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France. Alexandre Poussard, vous êtes justement en salle des conférences avec Jean-Pierre Corbizet, sénateur RDSE du Pas-de-Calais. Jean-Pierre Corbizet, dans votre département du Pas-de-Calais, quelles seraient les conséquences d'un Brexit dur, d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne? Alors un Brexit dur va impacter d'abord la pêche. Ensuite, la logistique et le transport. La pêche, parce qu'on sait que depuis 50 ans, les zones de pêche sont partagées et donc la flotte anglaise étant petite, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de flottilles françaises et belges dans les eaux territoriales anglaises, sachant que par exemple, 70% de l'activité de la pêche de Boulogne-sur-Mer se fait en Angleterre. Certains marins pêcheurs du port d'Étaples font 100% de leur activité en zone de pêche anglaise. Et dans le sens inverse, 50% de la pêche anglaise est transformée dans le port industriel de Boulogne-sur-Mer. Donc en cas de mise en place de tarifs douaniers, ou avec un Brexit dur, ça pourrait impacter jusqu'à 30% de l'activité industrielle du port de Boulogne-sur-Mer. Donc on est vraiment inquiet à ce sujet. Et de l'autre côté, sur la logistique de transport, par exemple le Nord-Pas-de-Calais, c'est 1000 entreprises de logistique, c'est 2500 transporteurs routiers, c'est 4,5 millions de poids lourds en transit entre la France et l'Angleterre, dont 2 millions pour le port de Calais, 1,6 million à travers le shuttle. Et donc aujourd'hui, en cas d'abord au-delà des bouchons, avec les conséquences par rapport à ce flux migratoire qui veut partir en Angleterre, ça va peut-être aussi, on ne sait pas du tout ce qui se passera sur les quotas, sur les tarifs douaniers qui sera peut-être mis en place. Il risque peut-être de voir l'émergence à ce moment-là, peut-être d'autres ports industriels qui pourraient être impactés. Le Royaume-Uni, c'est le 3e client de la région des Hauts-de-France et c'est le 4e pays investisseur de la région des Hauts-de-France. Donc nous, les parlementaires, on est inquiets, mais avec le président du conseil régional, Xavier Bertrand, et le préfet de région et le préfet du Pas-de-Calais, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe. Alors que vous disent les acteurs sur le terrain, ils se préparent à ce Brexit dur ou ils sont dans l'attente? Ils sont un peu dans le flou parce qu'il y a encore quelques semaines de cela, 200 chefs d'entreprise se sont réunis à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc on essaye de se préparer tout doucement parce qu'on aimerait bien peut-être avoir un poste de frontière supplémentaire avec le port de Boulogne-sur-Mer pour redonner effectivement une importance à notre territoire par rapport à des ports étrangers. Mais on est un peu, tout le monde un peu, je veux dire, pas l'arme au pied, mais on atteint effectivement les grandes décisions qui vont arriver d'ici quelques semaines pour mettre en place non pas une riposte, mais s'adapter, éviter que les entreprises de la région du Nord-Pas-de-Calais et la pêche locale soient le dindon de la farce. Très bien.
Merci beaucoup Jean-Pierre Corbizet pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Ça fait presque plus de 3 ans qu'il a eu lieu ce référendum. On a l'impression qu'on n'est pas prêt, Elvire Fabry. Mais comment est-ce possible? On a eu plus de 3 ans pour se préparer. Toute l'attention a été complètement canalisée par l'accord de sortie. Et en effet, ce qui était dans l'accord de Theresa May, qui concernait les relations futures, la déclaration politique, elle laissait les choses très ouvertes encore et on gardait pour la suite, pour la période de transition. Localement, dans les régions les plus touchées, comment se fait-il que les entreprises ne se soient pas préparées et tout de suite au pire des scénarios, quitte à la limite à réévaluer les choses ensuite? Ça fait plus d'1 an et demi que la Commission européenne s'adresse à tous les acteurs économiques, tous les acteurs de la société des 27 États membres pour les prévenir secteur par secteur sur les conséquences, la préparation d'un éventuel no deal et essaye, au-delà des grandes entreprises, surtout de mobiliser toutes les PME pour lesquelles c'est très difficile de débloquer les capacités qu'il faut pour anticiper. Et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, d'après votre rapport. Absolument. Et toute la difficulté pour ces entreprises, c'est de se dire à quoi est-ce qu'il faut se préparer, parce qu'il y a tellement de scénarios ouverts. Et encore aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce qu'il y a A, B, C ou D? Et sur les relations futures, ce qu'on évoquait tout à l'heure, a priori, Boris Johnson, ce qu'on voit, c'est qu'il a plus d'appétence pour finalement ce qui serait un accord commercial, mais même à minima. C'est-à-dire que c'est même dans le scénario d'un équivalent à l'accord passé entre l'Union européenne et le Canada, ce serait même en dessous, moins ambitieux que cet accord-là. Et on est très préoccupé côté européen par les enjeux de ce qu'on appelle level playing field, de concurrence équitable, et qui concerne la divergence que pourrait opérer le Royaume-Uni sur toutes les questions fiscales, sur les questions de politique de concurrence, sur les questions de normes environnementales, sociales et autres, qui, ça, pour le coup, limiterait quand même beaucoup la coopération, une coopération étroite entre l'Union européenne et C'est intéressant que vous l'Union. disiez ça, parce qu'il y a une information qui est un peu passée inaperçue il y a quelques jours. Elle a été remarquée par Jean-Marc Sylvestre et Aude Kerzulek sur le site d'Atlantico. Pas si fou, Boris Johnson supprime la quasi-totalité des droits de douane à l'entrée du Royaume-Uni. Et voilà ce qu'on peut y lire. Le Royaume-Uni n'appliquera pas les taux de droits de douane préconisés par l'OMC en cas de Brexit sans accord, ce que tout le monde craignait. Au moins pendant les 12 premiers mois de la sortie, sur 88% des produits importés au Royaume-Uni, il n'y aura tout simplement aucun droit d'entrée. Philippe Murer, est-ce qu'il faut pour autant être rassuré ? Oui, c'est une possibilité, mais là on est dans le jeu de poker de toute manière entre toutes les parties. Donc rien n'est certain sur le sujet. Mais il faut se rassurer sur une chose, c'est que les négociations effectivement ont été menées de mauvaise foi depuis 3 ans. Puisqu'on trouve un accord avec le Brésil, on le sait, qui est un pays qui est à 6000 km, avec une culture totalement différente, avec le Canada. L'accord qu'on aurait pu reprendre avec le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni demandait, le CETA, qu'on a signé, et comme par hasard avec notre plus vieil allié. En tout cas, pour la France, on est incapable de trouver un accord. Je crois qu'on se moque un peu. C'est eux qui ne sont pas décidés. Ils proposent des accords ils proposent des accords et à chaque fois on leur dit à cause du point de fixation de l'Irlande, on ne veut pas. Comme si le Royaume-Uni n'avait pas un intérêt énorme à ce qu'il y ait une paix en Irlande. Ce n'est pas les Européens qui vont garantir la paix en Irlande, c'est le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Ils ont un intérêt très fort. Après, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? On ne sait même pas qui sera le président dans un mois. Ça se trouve, il y aura des élections anticipées, donc on ne peut pas prévoir tout ça. Est-ce que ça sera les partis travaillistes qui gagnera ? A priori, non. C'est plutôt Boris Johnson qui est en tête. Quel programme appliquera-t-il ? Un programme de dumping social ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit sa vision. Mais on verra bien. Tout ça reste extrêmement ouvert. Mais les travaillistes se sont tirés une balle dans le pied. Jeremy Corbyn a fait une faute politique majeure, puisque lui, il était pour le Brexit. Et il voulait renationaliser les chemins de fer britanniques, ce qu'on ne peut pas faire dans l'Union européenne. Oui, mais il va perdre ses élections probablement, puisqu'en fait, son attitude est détestée par le parti, par les Anglais, et en fait, les sondages s'en ressentent. Anne-Elisabeth Moutet, Jean Bizet. S'il y a beaucoup de choses là-dedans. La première, c'est la notion, et ça me paraît important, la notion de dumping fiscal et social. L'attitude, le choix du Brexit n'est pas uniquement un choix épidermique et un choix de nationalistes mal instruits, comme on a essayé de le présenter. Il y a aussi un choix politique, et je dirais presque philosophique, qui est réel. Et qui consiste à dire, l'Europe nous entraîne dans une direction avec un glissement sans cesse moins contrôlé, essentiellement
moment où on nous amène à un monde surrégulé et à un monde qui n'est pas compétitif. Regardez l'Europe continentale. Nous ne sommes heureusement pas, les Anglais disent, dans la zone euro. Regardez l'Europe continentale, la difficulté qu'ils ont à faire le plein emploi, la difficulté qu'ils ont à faire de la croissance, etc. Et regardez, nous, on se débrouille très bien. Et je dirais que j'ai presque entendu le contre-coup de ça à Bruxelles, où notamment les gens qui négociaient sur la réglementation financière disaient, quand on a évolué une réglementation financière où on avait les Allemands qui pensaient à protéger leur industrie, des Français qui aimaient les choses organisées d'une manière très planifiée, et les Britanniques qui avaient une attitude beaucoup plus libre, on arrivait à quelque chose qui était inspiré des trois, et maintenant on a perdu un pied de ce trépied, et c'est mauvais pour nous aussi. Alors l'attitude qui consiste à dire, il n'y a aucune raison de faire payer une fortune puisque tout le monde y perd, c'est pas uniquement un truc cynique en disant, puisqu'on n'a rien d'autre, on va vendre un dumping fiscal, c'est une foi absolument claire dans un système qui est moins régulé, plus libre, etc. Et donc qui permet d'entreprendre plus rapidement. Alors, à côté de ça, je pense aussi que effectivement, les Britanniques ont très mal négocié, ils le savent eux-mêmes, c'est d'une des raisons pour lesquelles il y a de telles convulsions politiques dans ce pays. Et enfin, je dirais que tout parti qui a été au pouvoir depuis plus de 10 ans souffre, et donc moi je serais moins certaine de l'incapacité de Jeremy Corbyn à gagner une élection. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura une catastrophe économique beaucoup plus grande que ce qui pourrait même être un no deal Brexit, mais il y a des moments où les gens veulent voter pour quelqu'un d'autre. Jean Bizet. Je suis d'accord avec vous sur la première partie de vos propos. Et effectivement, les Britanniques ont dans leur gène cette réactivité, cette agilité, cet ultralibéralisme qui font que sur les marchés, ils sont, qu'ils soient financiers ou autres, ils sont de redoutables compétiteurs. Sauf que, si vous voulez, ils sont en train de se couper, je dirais à quelques miles nautiques de leur côte, du premier marché économique mondial, qui est le marché unique à 27. Parce qu'il ne vous a sans doute pas échappé que les principales filières qui vont être impactées, l'automobile, l'aéronautique, la chimie, l'agroalimentaire et les boissons et les produits pharmaceutiques, ont demandé expressément à Boris Johnson de ne pas s'éloigner des normes européennes. Et donc, le meilleur des deux mondes, qu'il pensait avoir à portée de main, ils risquent de ne pas l'avoir, parce que s'ils veulent modifier les règles européennes, eh bien, ils se coupent du premier marché économique mondial. Pour avoir quoi? Pour pouvoir commercer avec le reste du monde, notamment avec les États-Unis, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pas pareil. Il nous reste quelques minutes. Elvire Fabry et Philippe Murer. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'encore une fois, les Européens laissent la porte ouverte aux différents scénarios. Le problème qu'on a rencontré jusqu'à maintenant, ça a été des problèmes de à la fois opposition entre les travaillistes et les conservateurs et au sein de chaque parti. Et ce que parvient à faire aujourd'hui Boris Johnson, c'est redonner une certaine cohérence au sein du Parti conservateur. C'est pour ça qu'on peut se permettre aujourd'hui, on verra bien d'ici quelques heures, d'avoir éventuellement un peu plus d'optimisme sur la façon dont il a bougé sur la question du backstop. Sa priorité pour lui, c'est de obtenir un accord qui de ne pas aller vers un scénario de no deal, qui le présenterait qui laisse le moins élections, possible ses électeurs. Oui, où il risque de perdre des voix très significatives pour lui lors des prochaines élections qui arriveront dans les mois qui viennent. C'est son objectif principal, donc il est prêt à bouger son parti conservateur bien au-delà de ce qu'il était prêt à accepter il y a quelques jours encore. Philippe Murat. Je crois que Boris Johnson a été très décrié, mais en fait c'est exactement le type de personnage qu'il faut pour les pays aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui est aussi très ferme, qui fixe un cap et qui s'y tient. Et non, versatile. Et non, l'exact inverse du politicien qui bouge et qui change, sur la PMA par exemple avec les Républicains, qui change tous les 2 ans d'avis. Il nous reste une minute, alors donc, on va droit au but. Et donc voilà, et c'est ce genre de personnage qu'il faudrait aussi pour un pays comme la France, pour enfin avoir un cap droit et savoir où on va. Jean Bizet, vous direz. Moi, je pense qu'il faut que les Européens, d'abord, restent unis. Ils l'ont été, merci Michel Barnier. Et puis surtout, qu'ils considèrent que le Brexit, ils doivent le vivre comme un électrochoc pour faire mouvement et refonder l'Union européenne. Plutôt que de prendre cela, si vous voulez, comme une catastrophe. C'est vrai que c'est un désastre financier. Il faut se relever, sinon l'Europe sortira de l'histoire. Et on va peut-être finir sur cette note positive. Et si le Brexit était une chance pour l'Europe, je voudrais vous lire ce que nous a dit Dominique Strauss-Kahn il y a quelques jours en marge de conférence. C'est assez exactement, à Marrakech, ancien patron du FMI, qui nous dit quand même c'est très bien que les Anglais fassent leur chemin de leur côté. Une bonne partie de la difficulté
difficulté de construction de l'Europe depuis 40 ans est liée à la présence de nos amis britanniques qui n'ont jamais voulu jouer le jeu. En quelques secondes, Anne-Elisabeth Moutet, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon débarras. Oui, mais c'était l'attitude, c'est même une partie de l'attitude qui était l'attitude à Bruxelles dès le vote du référendum en 2016. Et c'est quelque chose qui a considérablement, et ça a été parfaitement perçu par les Britanniques, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été aussi difficiles à s'organiser. C'est qu'ils sentent à la fois cette incompréhension et ce rejet et cette négation d'un vote démocratique qui était fondé sur des questions philosophiques en même temps que sur de la propagande politique. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. Demain, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini, comme tous les matins, à partir de 7h30 dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Très bonne soirée sur Public Sénat.